Alors, bonjour à tous. J'ai également le Covid, donc je vous prie d'excuser l'absence de Jean-Loup Felicioli qui, lui, est au fond du lit. Moi, j'ai très peu de voix, donc je vais assez vite passer la parole à nos invités aujourd'hui pour nous parler de Nina et le secret du hérisson. Euh, voilà, donc le Nina et le secret du hérisson, c'est un film qui est devenu un livre qui est sorti à peu près à la même date chez Syros. Ah oui, désolée, j'ai ma voix qui part. Donc, Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol sont deux réalisateurs bien connus du monde du film d'animation. Ils ont eu 17 nominations dans les festivals, dont une fois au César et une fois aux Oscars pour Une vie de chat, que vous connaissez sans doute. Magnifique film. Leur deuxième long métrage, Phantom Boy, également exceptionnel. Et Nina, le secret du hérisson, est leur troisième long métrage. Ils ont fait beaucoup d'autres projets ensemble en cours et en série. La particularité d'Alain et Jean-Loup, c'est qu'ils sont aussi auteurs et illustrateurs de livres. Alain Gognol a de nombreux romans à son actif, notamment des romans dans la série noire de Gallimard pour adultes. Et chez Syros, la trilogie Power Club, que vous connaissez, je l'espère, pour adolescents, et même Les araignées est une maman. Et c'est grâce à ces romans que Jean-Loup Felicioli a entendu parler de Syros et qu'il a publié ses premiers albums, lui qui n'avait jusqu'à présent fait que des films d'animation. Donc 3 magnifiques albums chez Syros. Et si c'était lui, Je suis Camille, qui est le prix UNICEF, et La musique des âmes, sur un texte de Sylvie Alouche. Donc tout naturellement, lorsqu'Alain et Jean-Loup nous ont parlé de leur nouveau long métrage, l'idée est venue d'en faire un album, mais un album dont ils en seraient les auteurs et les illustrateurs, non pas comme une licence de film, mais vraiment comme un livre à part entière. Et ils vous expliqueront comment ils ont fait avec Stéphanie, la directrice éditoriale. Donc, parmi nous, Doris Gruel, donc, qui s'occupe de la diffusion, de la distribution jeune public de Little KMBO, qui vous parlera de son travail autour de ce film. Mais avant de démarrer, je vous propose de regarder la bande-annonce de Nina, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le film. On va voir si ça marche. Eh ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu te serais pas un peu perdu? Ça m'a donné une idée pour des histoires. Tu veux savoir ce que c'est? Oui! Alors, ces histoires, je vais les appeler les contes du hérisson. Le monde est immense pour un petit hérisson, et il est plein de promesses pour ceux qui savent ouvrir leur cœur à l'inconnu. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu me racontes une histoire? Ah non, Nina, s'il te plaît, pas ce soir. C'est l'usine de papa. Il n'a plus de travail. C'est pour ça qu'il est triste. Tu sais pas ce qu'ils ont dit mes parents l'autre jour? Le directeur de l'usine, il a volé de l'argent dans la caisse. Moi, je trouve que c'est pas juste. Faut pas être triste. La vie est trop belle pour ça. Le soleil chante, les oiseaux brillent. Ou l'inverse. La police a même pas retrouvé l'argent qu'il a volé. Quelque part, il y a un trésor qui est caché. Mais oui, c'est sûr. Y a quelqu'un? Qui est là? Tu me l'avais pas dit ça. Arrête de flipper. J'ai un plan. J'y vais à la cabane. Maintenant. Si on récupère l'argent, on le donne à tes parents et à mes parents. Et après, on n'a plus de problème. Voilà. T'as pigé. Madame Kovacs. Oui, Nina, elle est pas dans l'appartement. Elle est partie sur son portable. Personne ne pourra m'empêcher de le sauver. On n'est jamais trop grand pour entendre des histoires. Demain, ça ira mieux. J'en suis sûre. Attends, Nina, cours! Ah, alors j'espère que vous avez eu le son en même temps que l'image. Oui. Alain, est-ce que tu m'entends? Oui, on a eu le son, Sandrine, pas de problème. On a tout. Très bien. L'image était un peu saccadée, mais c'est passé. Ah bon? Ah mince, Ouais. dommage.
Alors Alain, je vais te donner la parole parce que l'idée de ce séminaire, de ce webinaire, c'est de rentrer dans les coulisses, ce qu'on a peu l'occasion de faire, le making of du film et puis du livre ensuite et puis de voir aussi tout ce qui est fait autour de ce livre avec Doris. Mais on va commencer par le commencement, c'est-à-dire, heu eh bien, comment ça a démarré, cette histoire de Nina et puisque, il me semble que tout film commence par une idée d'histoire, est-ce que tu peux nous raconter comment cette idée t'est venue, comment tu as travaillé et pour arriver à cette première étape qui est l'écriture du scénario Euh, et oui, les alors, histoires et d'où elle vient? j'ai travaillé. C'est toujours compliqué en fait de savoir exactement d'où viennent les idées, mais là, dans ce cas, je m'étais inspiré d'une vieille idée que j'ai eue il y a très très longtemps, où c'était déjà, à l'époque, c'était un petit garçon d'ailleurs qui essayait de redonner un peu de vie à son père qui était dans une situation difficile. Et ça m'a paru un point de départ intéressant. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'histoire, c'est la relation entre le père et la fille. C'est vraiment ça enfin, qui motive tout ce qui va se passer. Et aussi, bah, comme dans les autres films, comme je suis très amateur de polar, d'ambiance, de thriller, voilà, ça me plaisait l'idée aussi de faire un film de cambriolage avec des enfants de 10 ans, mais tout en respectant les codes du genre, hein. C'est-à-dire ils font une maquette, ils repèrent l'endroit, ils surveillent les gens qui gardent l'usine, ils font toute une stratégie, ils rencontrent des difficultés. Enfin voilà, on retrouve toutes les étapes habituelles du film de casse, sauf que là, c'est des enfants de 10 ans, donc forcément, c'est un regard un peu différent. Mais c'est vrai, en tout cas, ça commence pour le film, ça commence toujours comme ça, c'est-à-dire avec moi, puisque moi, je suis scénariste et Jean-Loup, lui, c'est le graphiste. Et après, on réalise à deux, on fait la mise en scène à deux du film. Voilà. Alors du coup, ça commence par cette relation, entre un enfant et son papa. L'idée d'un casse et d'un polar et après tu commences tout de suite à écrire le scénario ou tu commences à faire un synopsis? Comment tu proposes l'idée à Jean-Loup? Comment ça se passe? Oui, oui, au départ, euh, comment dire, ce qui est compliqué, c'est que quand on a une histoire dans la tête, il y a un moment où on n'arrive plus à avoir de recul. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, j'en parle toujours à Jean-Loup, déjà pour voir si ça l'intéresse. Si ça l'intéresse pas, il faut que je trouve autre chose, parce que en tant que co-réalisateur, il faut qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. Ensuite, je fais la même chose, c'est-à-dire que je raconte l'histoire, mais vraiment à ses tout débuts au producteur, exactement pour la même raison, hein. Il faut que le producteur soit aussi emballé sur le projet, parce que c'est tellement compliqué à faire qu'il faut vraiment que tout le monde soit embarqué. Et quand c'est à ce moment-là, c'est vraiment juste le point de départ de l'histoire. C'est le fait de raconter voilà, que son papa perd son travail, qu'il y a de l'argent qui serait caché dans une usine et puis qu'ils veulent le retrouver. Voilà, presque une mini-note d'intention avec un début d'histoire. Et à Comme partir de là, un pitch? oui, Ouais, et à partir de là, comment dire, c'est assez technique le scénario, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle un séquencier ou un traitement. C'est-à-dire que c'est l'histoire plus gros. qui se déroule sur je sais pas, une dizaine, quinzaine de pages, voire plus, mais sans les dialogues. Et ça D'accord. permet déjà d'avoir une vue d'ensemble, sans se lancer dans les 70 ou 90 pages d'écriture d'un scénario avec tous les dialogues. Voilà, faut déjà, et on travaille sur ça. Donc après, il y a des lectures avec Jean-Loup, il y a des lectures avec le producteur, voire même une ou deux autres personnes. Et Mmh. suivant les réactions, ce qu'on me dit, ce qui marche et ce qui marche pas, ben, je me remets au travail. Et en général, c'est une phase qui peut durer à peu près 1 an et demi, 2 ans. On ne sait pas 2 ans trop et parce que demi, 2 ans. ça se mélange un peu avec la mise en production, c'est-à-dire le fait de chercher de l'argent, puisqu'on fait des dossiers. Mmh. Donc voilà, Donc là, il y a des les retours. recherches de personnages et du graphisme, c'est à ce moment-là? C'est avant l'écriture du scénario, c'est Non, ça? Non? faut qu'il y ait déjà un scénario pour déjà savoir, comment dire, bah justement, quels personnages dessiner, quels sont un peu D'accord. leurs Mmh. caractères. Donc à partir de là, oui, il fait des premiers dessins, il fait des premiers essais, mais c'est en Voilà. parallèle, c'est-à-dire que il fait ça pendant l'écriture du scénario, c'est-à-dire que il y a quand même des scènes, on sait qu'elles bougeront pas, mais il y a des choses qui évoluent au fur et à mesure.
Oui, oui, alors Jean-Loup n'est pas là, hélas, pour nous expliquer, peut-être que tu peux faire, le porte-parole, mais quand on voit les premiers dessins de Nina et jusqu'à l'aboutissement, il y a eu énormément d'évolution et de modifications Oui, entre alors le dessin. ça vient enfin, il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire, au départ, nos premiers courts-métrages, ils étaient avec un graphisme beaucoup plus, euh, je ne sais même pas comment le qualifier, plus graphique, plus expressionniste, enfin, beaucoup moins réaliste en tout cas. Et plus on a avancé dans le temps, et plus Jean-Loup, même s'il gardait toujours le même graphisme, il a, il l'a quand même modifié, parce que évidemment, étant donné qu'il se passe à chaque fois entre 5 Et 5 ou 10 ans? 8 ans entre chaque film, Oui. on évolue, on change. Et le gros changement qu'il y a eu, c'est que après Phantom Boy, il y a eu un temps assez long avant qu'on arrive à monter un nouveau projet, ce qui fait qu'il s'est mis à faire de l'illustration. Ah Et quand oui. il a commencé à travailler Mmh. ses illustrations, il a un peu modifié son graphisme. Et après, il en a fait profiter justement le Ouais. film Ah oui. en poussant dans cette direction-là. Donc les premiers dessins qu'on voit de Jean-Loup, Mmh. ils sont plutôt en écho avec ce qu'il faisait il y a quelques années. Mmh. Donc, voilà. Les derniers sont plus proches des albums qu'il a publiés chez Syros, effectivement. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, Tu parce qu'avant, effectivement, il s'était pas lancé autant dans l'illustration, donc non. c'était Mmh. une autre démarche. Ouais. Mmh. Et Là, puis, là, je il y avait aussi l'idée d'ouvrir à un public un peu plus large, parce que plus on a un graphisme qui est particulier, et plus ça peut rebuter les gens, et plus on a un graphisme qui se rapproche du réalisme, qui est plus rond, qui est plus doux, et plus ça peut permettre de s'adresser à des enfants plus jeunes et à un public qu'on espère plus large. mmh. Ouais. Voilà les planches de personnages. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de chacun de ces personnages? Qu'est-ce que, pour les incarner, c'est toi qui les as, décrits psychologiquement, que leur tenue, leur allure, ou là, c'est Jean-Loup qui arrive avec son idée aussi, la psychologie des personnages? En fait, il se les approprie, parce que moi, je fais pas de description physique, hein. Dans Nina, D'accord. elle est juste indiquée comme une fillette de 10 ans ou 11 ans, je ne me souviens plus, 10 ou 11. Et après, il est complètement libre de lui donner l'aspect graphique. Même chose pour Mehdi. Mmh. La seule chose qui est indiquée, en fait, ce qui est indiqué dans le scénario, c'est leur caractère. Donc, je fais pas de fiche psychologique sur les personnages, parce que il me semble que le fait de les voir en action, les écouter parler, c'est ça qui détermine Mmh. qui ils sont, en fait. C'est sous-entendu, quoi. Et donc, à partir de là, comment dire, il se les approprie complètement. Par rapport à Mehdi, par exemple, la petite particularité, c'est que Mehdi fait partie d'une famille qui est d'origine marocaine. Et là, par exemple, il lui a fait des cheveux blancs. Il se pose pas des questions de réalisme en se disant, tiens, il faut que je fasse une certaine forme de personnage. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est vraiment l'aspect graphique. Et par exemple, dans le cas de Mehdi, ce qui est intéressé avec ses cheveux blancs comme ça, c'est que ça lui donnait justement une reconnaissance, un aspect physique qui est immédiatement identifiable, et qui marche bien avec Nina, qui elle à côté a des cheveux longs, très longs, un peu roux comme ça. Donc les deux, ils réagissent bien ensemble, parce qu'ils sont justement très différents. Mmh. Et comme psychologiquement, ils sont aussi très différents, Mmh. ça aide à jouer avec ça, quoi. Oui, oui, donc ces fiches personnages, elles arrivent après coup, c'est-à-dire que c'est le scénario qui donne les indications, Oui, et à puis en fait, Jean-Loup, et après il se les voilà, ce qui dit tout le temps, c'est que le scénario, ou en tout cas l'histoire, elle réclame certaines choses. C'est-à-dire qu'on peut se permettre des choses, et puis il y en a d'autres qui marchent pas. Ça dépend vraiment de l'histoire. Donc il a son graphisme, et après, quand il s'approprie l'histoire, il voit dans quelle direction il peut aller, ce qui marche pas. Et Mmh. voilà. Mais c'est vrai qu'une histoire, comme ça donne déjà toute une ambiance, ça donne un certain regard sur une histoire, ça met en place certains personnages. Forcément, ça guide dans une direction ou dans une autre. Mmh. Là, il y a une bonne ribambelle de personnages. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler du hérisson? On va y revenir bien sûr quand on ira un petit peu, dans le détail du making of du livre. Mais, quand est-ce qu'elle est née l'idée du hérisson? Est-ce que tu peux nous présenter ce petit personnage de hérisson? Et puis, est-ce elle est arrivée tout de suite? Est-ce qu'elle est arrivée après? Et il y a plein de choses à dire sur ce hérisson.
En fait, il est arrivé très vite parce qu'il faisait partie du projet, parce que justement, dans l'idée d'histoire que j'ai eue il y a vraiment un bon moment, le petit garçon de l'époque, il avait un personnage imaginaire. À l'époque, c'était un renard, d'ailleurs. Dans ta Et première donc, idée, c'était un ouais, petit garçon qui avait un renard, ouais, c'est ça? un renard imaginaire comme ça Ah qui ouais. l'accompagnait. Voilà. Mais ça, je parle d'une idée qui a au moins 20 ans, hein. C'était une idée de roman, pas forcément pour enfants en plus. Donc voilà, comment dire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les idées, elles tombent rarement du ciel du jour au lendemain comme ça. Souvent, c'est soit des choses qui font partie de nos obsessions, ou bien qu'on a pensé avant et puis qu'on n'a pas pu faire et qu'on se dit, ah oui, là quand même, il y avait quelque chose de bien. Donc voilà. Et ensuite, j'ai eu un petit moment de recherche pour savoir quel animal adopter. Euh, je sais que dans mes notes, j'avais regardé un peu, je crois il y avait une belette, il y avait une fouine, enfin un lapin, je sais plus. Voilà, mais après, l'idée du hérisson est arrivée relativement vite, parce que aussi depuis le début, j'ai toujours vu qu'il allait évoluer dans un univers en noir et blanc, qui faisait référence au premier cartoon américain du début du XXe siècle. Parce que j'aime bien dans une histoire, enfin dans un film, proposer des surprises graphiques aussi aux personnages, aux spectateurs, pardon. Mmh. Et là, c'était intéressant de passer d'un univers très coloré à d'un coup un univers noir et blanc. Puis c'est aussi un hommage à ces films-là qui nous ont beaucoup plu quand on les a vus quand on était enfant. Mmh. Et c'était aussi motivé par le fait que, justement, de nos jours, les enfants, ils connaissent pas du tout ce genre d'animation, ce genre de film. Donc, en plus, en refaisant un petit peu une mini-histoire de l'animation, pour eux, en fait, c'est complètement nouveau, quoi. Mmh. Pour beaucoup d'entre eux, en tout cas. Donc, Ouais, le hérisson, il m'a plu parce que, graphiquement, euh, bah, même si j'ai fait aucun dessin, mais je voyais bien justement le son d'eau avec tous les piquants là. Il me semblait mmh, bien que d'un point de vue purement graphique, ça allait être un personnage bien identifiable et amusant à regarder, quoi. mmh. Et il est effectivement exceptionnel. On va y revenir sur ce petit hérisson parce qu'il est développé dans le livre et puis aussi dans un des activités proposées par, Little KMBO avec un flipbook. Alors justement, tu dis: «Tu dessines pas, Alain», mais en fait, en regardant dans le making of, les éléments du making of du film, et nous on n'avait pas bien compris ça alors qu'on se connaît depuis très longtemps, c'est que tu storyboardes. Quand tu storyboardes avec, Jean-Loup, tu fais aussi des petits dessins, là, ce qu'on voit à gauche. Oui, Heu, tu prends le crayon pour, donner tes intentions de mise en scène, c'est ça? oui, oui. En fait, quand je dis je dessine pas, ce que je veux dire, c'est que je fais pas de création graphique. J'invente pas les personnages, j'invente pas Mmh. les décors. Ça, c'est C'est dans Jean-Loup. ce sens-là. Mais en fait, si, je dessine tout le temps, puisque effectivement, je commence par faire le premier storyboard. C'est celui qu'on voit qui est complètement à gauche, là. D'accord. Donc, à ce moment-là, je me préoccupe pas du tout du graphisme, hein. Ce que je cherche, c'est vraiment la mise en scène. C'est-à-dire à quel moment on fait un plan large, à quel moment on fait un plan serré, commencer à donner des idées d'intention pour le montage, des choses comme ça. Et Mmh. ensuite, quand Jean-Loup se l'approprie, on passe au deuxième, où il y a des ombres, c'est toujours en noir et blanc. Et là, lui, il remet au graphisme, et puis il se réapproprie la mise en scène, c'est-à-dire que bah, quand ça colle bien, il reste proche, sinon il s'en éloigne, il peut rajouter Mmh. des plans, il peut en enlever. C'est dans ce sens-là que c'est une co-réalisation, Mmh. puisque la mise en scène est faite presque deux fois comme ça. Oui, tous les 2 Ouais, à 4 mains, ouais. l'un après l'autre. Et alors, il y a donc je voulais aussi que tu nous parles, des voix évidemment et de nous dire à quel moment ça arrive parce que ça aussi c'était une découverte, pour moi. C'est-à-dire que les voix étaient enregistrées, avant les dessins, mais après le storyboard, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire, l'importance des voix, quand est-ce que ça arrive? Et puis aussi nous parler évidemment du choix des acteurs. Oui, oui, ça arrive assez tôt, les voix, parce qu'il faut savoir que la production d'un film, ça s'étend, une fois qu'on a trouvé le budget, ça s'étend à peu près sur 3 ans. Et donc, c'est vraiment la première année, ça. Mmh. À ce moment-là, il y a pas de, comment dire, d'image en mouvement, il n'y a pas d'animation, il n'y a que le storyboard. D'ailleurs, en général, il n'y a que le mien, et puis les premières D'accord. séquences qui sont faites par Jean-Loup, mais en général, le storyboard clean est pas terminé.
D'accord. Et on en a besoin parce que enfin, il y a des tas de raisons. D'abord, ça nous permet d'avoir une idée plus proche de la durée du film, puisque on se rend compte comme ça le temps qu'il faut pour que les personnages parlent, pour qu'ils se répondent. Il y a un certain rythme qui est Mmh. apporté par les comédiens. Et puis surtout, on en a besoin avant de commencer l'animation, puisque les animateurs ont besoin d'avoir les voix dans les oreilles. Ils travaillent tous avec leur casque comme ça quand ils travaillent. Pour Ils justement dessinent avec la repérer voix dans l'oreille. D'accord. Ouais, Ouais. oui, oui, parce que comme ça, ça leur permet déjà pour le mouvement des lèvres, ça leur permet de caler sur ce qui est dit. Et puis pour les intentions, parce qu'une voix, c'est extrêmement évocateur. Donc, si un personnage parle très vite de façon énervée, ou si un autre parle très lentement, ça va pas être du tout la même façon de dessiner et d'animer Mmh. le personnage. Donc, Mmh. ce qui fait qu'au début, quand ils sont devant leur micro, là, pour les comédiens, ils n'ont aucune image devant les yeux, ils ont que le texte. Donc, c'est vraiment de la création pure, en dehors de toute, comment dire, c'est très différent de ce qu'on voit, par exemple, de ce qu'on appelle le doublage. Si on Ouais. prend un film américain et qu'on voit des comédiens français qui sont devant une bande passante, ils voient le film et puis dessous, il y a le texte qu'ils doivent dire. Ça, c'est du doublage, puisque c'est une traduction, quoi. C'est-à-dire qu'ils remplacent les voix américaines par les voix françaises. Mais à ce Mmh. moment-là, le film est complètement fait. Et les gens qui font la traduction aussi, ils s'arrangent en faisant la traduction pour que les mots français arrivent à peu près à caler sur les bouches américaines. C'est-à-dire que, Mmh. par exemple, s'il y a un A, ça tombe pas sur une bouche Mmh. fermée. Voilà, donc ils sont obligés aussi de faire des petites adaptations comme ça. Euh, et donc là, là, c'est différent. C'est vraiment de la création pure, quoi. Les comédiens, ils sont très libres, hein. Ils peuvent essayer plusieurs choses. On peut vraiment s'amuser comme ça. Mmh. Et alors, est-ce que tu veux dire un petit mot bah, par exemple, des voix qui ont été choisies, comment ça s'est fait, le casting? Alors, il y a les personnes très connues, hein, Audrey Tautou et Guillaume Canet, et puis, Guillaume Batz pour le Hérisson. Le film, lui rend hommage puisqu'il il est décédé, bah, je pense juste avant la sortie du film. Mm. Et puis les enfants, avec le choix de voix d'enfants qui avaient quoi, 10, 12 ans à l'époque, même pas 11 ans. Est-ce que tu peux nous Oui, dire un oui, ils petit avaient à mot peu du près travail l'âge. sur les voix parce que c'est primordial en fait dans un film? Oui, oui, complètement. Donc, une fois que j'ai écrit le scénario, qu'on a bien lancé le film comme ça, on se pose justement la question du casting, de savoir quels acteurs comment dire, fonctionneraient le mieux par rapport au personnage. Dans le cas d'Audrey Tautou, ben, elle a déjà travaillé avec nous sur Phantom Boy. Donc on connaissait bien sa manière de travailler, que sa voix, enfin, donc ça, on s'est dit, ce serait parfait pour la mère. Dans le cas de Guillaume Canet, pour le père, ce qu'on pensait qu'il allait amener et qu'il a amené justement, c'est une certaine densité, parce que c'est un film pour enfants, mais on aborde quand même un problème sérieux, et même si c'est un film qu'on espère le plus drôle et le plus amusant possible, il y a des moments où il faut qu'on sente vraiment la détresse chez le personnage. Et avec Guillaume Canet, ce qui est bien, c'est qu'il arrive à amener cette densité au personnage sans en rajouter, hein, sans tomber dans le pathos, mais au moins le personnage, il existe aussi dans les difficultés qu'il rencontre. Mmh. Et pour le hérisson, alors moi, ce que je voulais surtout éviter, c'était d'avoir un comédien qui fasse une voix de dessin animé, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. C'est-à-dire une voix un peu nasillarde ou enfin, parce que souvent, pour les films pour enfants, ils ont tendance un peu quand c'est mal fait, à, à un peu tirer vers une voix un peu caricaturale. Voilà, je voulais absolument éviter ça. Et ce qui m'intéressait avec Guillaume Batz, c'est que c'est sa voix naturelle, donc il Mmh. la trafique pas du tout. Mmh. Et ça permet de jouer vraiment au premier degré, c'est-à-dire il jouait pas un hérisson de dessin animé. Ce qu'il jouait, c'est un petit personnage qui, à certains moments, ben, ressent de la tristesse, d'autres moments veut absolument soutenir Nina et l'aider. Donc, il n'y a pas du tout de condescendance par rapport aux jeunes spectateurs. Même en mettant en scène un personnage complètement imaginaire comme ça, Mmh. même ce personnage-là, on le prend au sérieux. Il a aussi des émotions, il a aussi des doutes, des choses comme ça. Et ça, c'est ce qu'a permis d'apporter Guillaume Batz.
Et il l'a fait d'une manière vraiment remarquable parce que justement, il a réussi à communiquer je trouve beaucoup de douceur et d'émotion dans sa voix. Et c'était intéressant aussi parce que c'est très différent de ce qu'il fait habituellement, hein, puisque là, il faisait des sketchs comme ça, humoristiques, très caustiques, quoi, qui sont pas du tout pour enfants. Et ça lui avait beaucoup plu, hein, puisque je me souviens qu'à la fin de la séance, il avait parlé à Marie, qui est la directrice de casting et qui faisait la direction de comédien, et il tenait absolument à en faire d'autres. Et d'ailleurs, il y avait des projets qui étaient prévus, que malheureusement, il ne pourra jamais faire. Mais voilà, donc c'était aussi intéressant pour lui de travailler juste sur la voix comme ça, sans être filmé. Donc c'est une autre manière de faire son métier de comédien qui, en tout cas, lui avait beaucoup plu. Ouais. Alors, Doris pourra parler après du making-of qui est disponible sur le site, parce que je vous invite vraiment à aller voir toutes les séances d'enregistrement. C'est passionnant, et notamment avec les voix d'enfants, comment c'est dirigé, et comme c'est assez formidable. Je vais passer un peu vite, Alain, pour qu'on ait le temps d'aller regarder un peu côté livre et côté outils. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a énormément de monde, et que vous le verrez dans ce making-of, évidemment, pour faire un film d'animation, le chef animateur, le chef décorateur, évidemment, la musique qui est vraiment une grande part, évidemment, dans l'émotion du film, avec la musique originale de Serge Bessé. On voit aussi des extraits d'enregistrement avec les différents registres de musique classique ou de jazz en fonction des scènes. Donc là, je voudrais qu'on raconte maintenant un petit peu les coulisses du livre, comment s'est fait le livre. Donc nous, on a reçu plein d'images, toutes les images que vous aviez au dossier, et puis 90 pages de scénario. Je vais laisser peut-être la parole à Stéphanie et à toi d'ailleurs, pour que vous nous expliquiez comment on passe de 10 pages de scénario avec je ne sais pas combien d'images, à un livre de 40 pages, donc c'est-à-dire 16 pages de texte. Et quel est le projet du livre? Pourquoi faire un livre, en fait, quand il y a un film? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Alors un petit mot, en effet, puisque l'album du film, donc il est publié aux éditions Syros. Ce sont Alain Gagnol en est l'auteur, et Jean-Loup Filiccioli évidemment l'illustrateur, ce qui était très évident pour nous, parce que il y avait cette idée de faire aussi pas simplement la novélisation du film, mais un objet qui vaille pour lui-même, une œuvre qu'on puisse découvrir pour elle-même, même sans avoir vu le film. Et alors effectivement, la difficulté presque, contrairement à ce qui se passe généralement quand on crée un album de toutes pièces, c'est qu'on avait presque trop d'images. Enfin, on avait un choix d'images tellement pléthorique, que notre premier mouvement, ça avait été d'en garder le plus possible, et donc de donner toute la place aux illustrations, avec une illustration par page finalement, et un petit texte très court en sous-titre de l'illustration. Mais on s'est vite rendu compte qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans ce film. Le plan concocté par Nina, il est quand même assez complexe en plusieurs étapes. En plus, tout n'aboutit pas comme elle le voudrait. Il y a aussi un certain nombre de personnages, et finalement, on ne pouvait pas se passer à ce point du texte. Donc on a fait le choix différent d'avoir sur une double page, en page de droite ou de gauche, une image pleine page, et puis une pleine page réservée au texte juste à côté, parce qu'il y avait besoin de créer une voie narrative aussi, hein, parce que finalement, la grosse différence entre l'album et le film, c'est que dans le film, tout est raconté par l'image et la voix des personnages, et que dans un livre, il y a besoin de la voix d'un narrateur, qui était donc à trouver. D'ailleurs, si je me souviens bien, quand le texte était très court, il était écrit au présent d'abord, qui est un temps pas du tout facile, hein, pour raconter une histoire, parce que ça semble le temps le plus facile, mais c'est pas le cas, parce que finalement, c'est difficile de raconter au présent ce qu'on vit, alors même qu'on est en train de le vivre. Donc on a fait finalement le choix plus classique d'un texte au passé composé, en l'occurrence. Mais je pense qu'on a réussi donc
à garder vraiment toutes les étapes, de l'histoire du film, hein, tout ce qui est fondamental dans ce film, tout ce qui relève du polar, bien sûr, avec tout ce qu'a dit Alain, tout à l'heure, la planque, l'observation des lieux, le fait de confectionner une maquette pour, échafauder un plan, les scènes de peur, la morale du film aussi, moi qui me tient, pas mal à cœur, on n'en a pas parlé, hein, parce que finalement, cet argent, il va perdre le gardien et ne servir à personne en fin de compte. Et puis on voulait garder aussi évidemment l'humour, la fraîcheur, l'oralité du film. On vous l'avait dit tout à l'heure, il y a un travail, magnifique sur les voix dans le film, hein. Donc on a essayé autant que possible de donner de la place pour des petits dialogues ou répliques en discours direct pour qu'on entende la parole, des personnages, et leur façon de s'exprimer qui est bien contemporaine. Et enfin, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup, d'optimisme dans le film, même si c'est un polar social et qui passe notamment par le personnage du hérisson qui, malgré l'adversité, malgré les épreuves et ben, rebondit toujours, a un courage fou, ne perd jamais, foi dans la vie et dans l'existence et donc on lui a donné une place, particulière dans l'album, puisque on le voit en fait sur chaque, double page, Mmh. sur la page de texte et le petit hérisson, donc là, c'est des images qui ont été, pour la plupart créées, exprès pour l'album par, Jean-Loup, Feliccioli, qui commente ce qui se passe, qui interagit, avec Nina et qui est tout le temps là comme une petite accroche, affective qui, je pense, doit être importante pour les lecteurs, et les lectrices. Mmh. Et Jean-Loup, est-ce que Alain, pardon, excuse-moi. Donc du coup, ça a été des allers-retours. Tu as écrit un premier texte, c'est ça? Plutôt court, après un texte plus long, après c'était on t'a proposé de réintroduire des dialogues. Je crois que c'est d'ailleurs Jean-Loup qui, trouvait que ça manquait un peu de discours direct. Est-ce que tu veux parler un peu de ce travail, de de cet exercice, de passer d'un scénario de 90 pages à un texte aussi court? Et est-ce que pour toi, c'était une autre manière de raconter, une autre façon de partager cette histoire de Nina et qu'elle vive un peu différemment? Est-ce que tu as Oui, oui, au départ, c'est toujours assez compliqué parce que forcément, quand on écrit l'histoire avec tous les détails, tous les dialogues, on se demande bien comment on va arriver à, ouais, à faire ça. Donc, l'idée, c'était quand même de, comme disait Stéphanie, c'est de faire un livre qui tient en soi quand même, qui puisse exister. Moi, je sais que quand mes enfants étaient petits, je leur ai lu énormément d'histoires. Et moi, mon idée, c'était d'arriver à faire un livre qui soit facile à lire le soir justement aux enfants. Donc c'était important qu'il soit pas trop long, quoi. Et donc la difficulté, c'est d'arriver à ce que ça reste compréhensible parce qu'il y a beaucoup de rebondissements dans l'histoire, mmh, sans être enseveli sous les informations non plus. Donc les allers-retours avec Stéphanie, c'était vraiment ça, c'était pour arriver à être sûr de ce qu'on fait, mais sans avoir un texte trop sec non plus, qui reste quand même vivant, agréable à lire, que, que les parents, quand ils le racontent, voilà, que les enfants soient quand même intéressés par ça, mais qu'ils ne soient pas, comment dire, oui, enseveli sous une histoire trop compliquée. Voilà, parce que l'idée, c'est quand même de garder un peu l'énergie du film, que les personnages restent vivants. Alors, les illustrations sont là parce que ça permet vraiment de se plonger dedans à chaque fois. Et puis, le petit hérisson dans son coin aussi, ça, je trouve que mmh, c'est une belle idée parce que voilà, ça fait un petit commentaire à côté. C'est un petit peu comme la coccinelle de mmh, Gottlieb. Je vois un peu mmh, comme ça, là. Et je trouve que ça mmh, marche bien parce que ça amène à chaque fois un petit peu d'humour. mmh. Et, et je Oui, pense parce que qu'effectivement, finalement, pour les enfants, ça peut être. dans les images reçues, il apparaissait pas beaucoup ce hérisson et nous, quand on a vu le film, la première projection de film, on avait la sensation qu'il était partout. Alors que finalement, Oui, il était pas si présent dans les images donc on voilà, c'est un dialogue avec vous et avec Jean-Loup qui, a redessiné, ce ouais, petit hérisson avec ses petites bulles de dialogue et qui a recréé aussi des images spécifiquement pour le livre pour, pouvoir, voilà, pouvoir raconter plus de choses et c'est vrai que, toutes les grandes lignes et puis je vais laisser Doris parler de tout le travail qui est fait autour du film et qui est aussi fait autour du livre. C'est-à-dire que toutes les grandes, idées de l'histoire de Nina, elles se retrouvent aussi dans l'album, hein, le polar, le sens de la famille, le récit initiatique aussi puisqu'on passe du monde de l'enfance à un monde, un peu plus grand,
la part de l'imaginaire, l'optimisme, l'humour, les lieux aussi, entre la forêt, la vie de quartier et l'usine, tout ça, je dirais que l'essence même de l'histoire de Nina, on peut le retrouver dans cet album qui est une magnifique création qui se vaut aussi pour elle-même. Mais évidemment, les allers-retours sont très intéressants et j'aimerais que Doris puisse nous parler de son travail, qu'on ne connaît pas encore moins, nous, dans les métiers de l'édition et les métiers du livre, et de tout ce qui est fait autour de cette histoire de Nina et tout ce qui est à votre disposition, vous, public, enseignants, organisateurs de salons, bibliothécaires, animateurs, je ne sais pas qui sont présents derrière le webinaire là, mais je pense que tous ces outils peuvent être vraiment très intéressants pour vous. Je passe la parole à Doris. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je représente la société de distribution Little KMBO. Et donc, notre activité consiste vraiment à prendre en charge toute la partie qui vient après la production et la fabrication du film. Donc, une fois qu'il est fini, pardon, comment est-ce que on le sort, comment est-ce qu'on le porte à la connaissance d'abord évidemment de la presse, mais aussi des salles de cinéma et ensuite du public, que ça soit le public des scolaires qui est un public que nous on touche beaucoup chez Little KMBO et le public des familles, puisque là il s'agit d'un film jeunesse. Voilà un Alors, petit est-ce que tu peu. peux nous dire un petit peu ce qui est disponible, justement, tous les outils que vous Ouais. avez mis à disposition? Alors, c'est vrai que nous, dans notre ADN, il y a vraiment l'idée que les films qu'on va sortir au cinéma sont accompagnés par un matériel qui est assez riche et des propositions assez extensives. L'idée pour nous, c'est toujours d'aller dans deux directions différentes. D'une part, des propositions d'animation qui complètent le film. Donc, ces animations, on est plutôt sur un registre assez ludique. Et l'idée, c'est vraiment de prolonger la découverte du cinéma par des jeux. Et l'autre direction, évidemment, c'est la proposition pédagogique. Donc là, par exemple, ce que vous avez sous les yeux, c'est un jeu d'enquête qui a été conçu par un concepteur de jeu qui s'appelle donc Ludi Concept. Et l'idée pour nous, c'était de revenir sur le principe de l'enquête que Nina et Mehdi y mènent tout au long du film pour arriver jusqu'à ce trésor qui est caché dans l'usine. Et on voulait proposer aux salles de cinéma un jeu qui se présente sous la forme de planches qui sont imprimées ou qui peuvent être projetées sur un écran de cinéma. Et sur chaque planche, les spectateurs et spectatrices sont invités à résoudre une étape de l'enquête. Donc, on a pensé que cette enquête, elle pouvait être réalisée à la fin du film, une fois que l'histoire a été découverte par les enfants. Donc, on reprend les personnages du film et on a mis au centre de cette petite narration un personnage secondaire qui est le chat touffu qui apparaît à plusieurs moments du film et qui là devient l'enjeu de cette enquête et il s'agit de le retrouver parce qu'il a disparu. Et donc ça, c'est typiquement un outil qu'on développe de manière très ponctuelle et en fonction vraiment du film. C'est une création qui a été faite avec les artistes qui ont participé à la fabrication des décors et du film en lui-même, qu'on a ressollicité pour créer des images originales pour ce jeu. Alors, il y a aussi un flipbook, c'est ça? Un grand quiz? Ouais, là, ce que vous pouvez voir aussi, la petite illustration, c'est un coloriage géant. Tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on part toujours dans deux directions, donc la direction pédagogique et la direction plutôt ludique. Et il y a aussi deux niveaux dans nos propositions. On essaie toujours de faire des propositions d'animation qui sont très faciles à mettre en place. Parce qu'on sait que selon le temps dont vont disposer les gens qui vont ensuite faire de la médiation autour du cinéma, que ça soit des exploitants, des médiateurs, des médiatrices en salle, ou même évidemment des enseignants et des enseignantes,
tout le monde ne dispose pas du même temps et du même bagage cinématographique pour accompagner un film. Et le coloriage géant, c'est typiquement notre proposition d'animation la plus simple à mettre en place dans une salle de cinéma. En gros, il suffit d'avoir un petit pot à crayon et de dérouler les coloriages géants par terre. Et souvent, les salles de cinéma, elles font ça avec un petit goûter. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer aux familles une sortie culturelle, mais qui est aussi un moment de réunion et de communion, que ça soit dans la salle de cinéma, au moment de la projection du film, mais aussi dans l'espace du cinéma comme lieu d'accueil et lieu de vie. Mmh. Et les making-of, donc là, il y a une version courte sur Little KMBO, une version longue sur le site du producteur Parmi les Lucioles. Ça, ce sont, vous invitez également les médiateurs ou les enseignants à le projeter en classe, à réfléchir justement à comment on fabrique un film, à s'interroger, à regarder les choses différemment. Oui, tout à fait. C'est dans le projet d'éducation à l'image et de découverte du cinéma que nous, on poursuit d'un film à l'autre. L'idée de la découverte des principes de l'animation, c'est une idée qui est très importante. Enfin, nous, on pense qu'il y a à la fois le fait de vivre la magie du cinéma dans la salle en tant que spectateur ou spectatrice, mais aussi la possibilité de comprendre les images et la manière dont elles vont nous faire réagir, la manière dont elles sont construites. Et donc, on a effectivement ce format de making-of de 13 minutes qui a pu être diffusé en salle en présentation du film. Et l'autre support vidéo que vous pouvez retrouver sur notre site internet, qui est une analyse d'images qui s'adresse aux tout petits et qui les accompagne dans la découverte du suspense et de l'expérience de la tension cinématographique. L'idée, c'est vraiment que c'est un film qui est fort, qui monte en tension et qui peut faire vivre aux spectateurs et aux spectatrices des émotions assez intenses, peut-être leur première expérience de polar. Et nous, on souhaitait les accompagner un peu dans ce cheminement, d'abord pour mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu et aussi pour les rendre plus actifs et actifs dans leur compréhension des images. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de cette question du suspense. Et qu'est-ce qui se passe derrière ce moment de grande tension qu'on peut ressentir dans son fauteuil de cinéma? Et ben en fait, il y a un jeu sur le son, l'enchaînement des images, des ruptures de rythme. Et on travaille avec une personne qui est vraiment spécialisée dans le fait d'apporter avec un langage assez simple des notions de cinéma comme le hors-champ, comme le montage, j'en parlais, comme le fait d'essayer d'analyser un peu les voix, les intentions des personnages qu'on place dans le jeu des acteurs. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on a fait pour ce film. Et puis évidemment, ça vient avec aussi tout un travail que KMBO développe. Merci Sandrine d'avoir changé les slides. Donc là, ce que vous voyez, c'est un support. Je suis désolée de vous couper, Doris, mais ça va être le mot de la fin. Alors, donc, il y a les séances scolaires. Donc, vous pouvez tout ça va être vraiment le suspense, là. On est obligé de mettre un terme à cette rencontre. Alors, je vous propose de vous retrouver sur le salon de Montreuil, au stand F1, F20 niveau 1, au stand Syros, où nous serons là pour poursuivre la discussion et vous donner des exemplaires de séances scolaires si ça vous intéresse ou vous mettre en contact avec Little KMBO. Vous pouvez les retrouver de toute façon sur le site et ils organisent des choses à façon. Si vous avez des demandes spécifiques. Je suis désolée. Peut-être que Doris, Stéphanie et Alain seront présents eux-mêmes sur le site certains jours. Nous serons présents, en tout cas Stéphanie Osgomès et moi-même, on sera présents quasiment tout le temps et le lundi. Et je pense que Doris pourra venir le lundi professionnel en journée professionnelle. Et puis moi, je vais essayer d'avoir des choses comme ça sur le stand Tyros, des documents à vous remettre. C'est super. Voilà. On vous souhaite de bien vous remettre. Oui, pardon, ça ne devait pas être facile pour vous avec ma voix. Non, pas du tout, ça allait très bien, mais soyez en pleine forme pour nous rejoindre au salon la semaine prochaine. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci de votre écoute. Merci. Au revoir.